Un père a tout perdu lorsque sa famille est entrée dans un état végétatif après un terrible accident. Entre science et désespoir, il reçoit une médaille mystérieuse d'une inconnue. Quand le ciel parlera, écoutez. Des rêves révélateurs, des coïncidences inexplicables, et une cascade dans les Alpes ouvre la voie à un cheminement de foi. Pendant le solstice d'hiver, 3 papillons azurés signalent l'impossible. Sa fille bouge les doigts. Une histoire d'espérance où le ciel et la terre se rencontrent. Préparez-vous à être ému. Laissez un j'aime et dites-nous d'où vous nous lisez. La pluie battait l'asphalte en cette nuit d'automne, comme si le ciel partageait la douleur qui allait bientôt inonder le cœur d'Antoine Dubois. Les grosses gouttes frappaient contre la vitre de son bureau, tandis qu'il finalisait les calculs structurels qui garantiraient la sécurité d'un énième bâtiment. Ironie du destin. L'homme qui dédiait sa vie à construire des structures inébranlables était sur le point de voir son propre monde s'effondrer suite à un unique appel téléphonique. Le portable vibra sur la table en verre. Le nom de l'hôpital clignota sur l'écran comme un sombre présage. Et ainsi, avec la voix étranglée d'une infirmière inconnue, Antoine reçut la nouvelle qui divisa sa vie en avant et après. « Monsieur Dubois, votre épouse Hélène et vos filles, Anne et Louise, ont eu un grave accident sur l'autoroute A6. Elles sont vivantes, mais dans un état critique. Le temps se figea à cet instant. Les gouttes de pluie semblèrent suspendues dans l'air, tout comme le souffle même d'Antoine. Le dossier de projet tomba de ses mains, éparpillant sur le sol les papiers qui, quelques secondes auparavant, étaient sa seule préoccupation. Maintenant, il paraissait insignifiant comme des feuilles mortes emportées par le vent. L'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. Antoine parcourut ces couloirs blancs comme un automate, ses pas résonnant sur le sol en vinyle immaculé. Derrière les portes des soins intensifs, il trouva ce qu'il restait de sa famille. Hélène, l'épouse qu'il avait connue à l'école d'ingénieur, et les jumelles de 6 ans qui dormaient encore serrées contre leurs oursons identiques, étaient maintenant reliées à des machines qui bipaient à un rythme monotone, presque comme une sinistre berceuse. « État végétatif persistant », expliqua le médecin, un homme aux yeux fatigués et à la blouse impeccable. Les lésions cérébrales ont été sévères. Les chances de récupération, une pause douloureuse, sont pratiquement inexistantes. Des mots qui perforèrent la poitrine d'Antoine comme des balles invisibles. Lui, qui avait toujours fait confiance aux chiffres, aux équations, à la prévisibilité de la physique et des mathématiques, se trouvait maintenant face à une statistique impitoyable. 99% de probabilité contre le réveil de ses filles, contre le sourire d'Hélène, contre la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais il y a 1%, murmura Antoine, s'accrochant à cette fraction minuscule, comme un naufragé à la dernière planche d'un navire en ruine. Le médecin hocha simplement la tête, avec ce regard que les professionnels de la santé réservent aux familles qui n'ont pas encore accepté l'inévitable. Un regard de pitié. Antoine le détesta pour cela. Les jours s'étirèrent, se fondant en semaines d'une routine sombre. De son appartement à l'hôpital, de l'hôpital au travail, du travail de nouveau à l'hôpital. Antoine vivait par inertie, comme un engrenage programmé pour tourner même lorsque le reste de la machine ne fonctionnait plus. Lors de son premier, dimanche après l'accident, alors qu'il marchait dans le couloir qu'il connaissait déjà par cœur, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une vieille dame aux cheveux blancs comme neige et à la peau marquée par le temps apparut à ses côtés, comme si elle avait surgi des murs blancs. Ses yeux, d'un bleu étonnamment vif pour quelqu'un d'un âge si avancé, se fixèrent sur ceux d'Antoine. « Quand le ciel parlera, écoutez, » dit-elle, déposant dans sa main une petite médaille dorée à l'effigie de Notre-Dame de Lourdes. Avant qu'Antoine puisse répondre, ou même traiter cette étrange rencontre, la dame disparut au coin du ful. Couloir, ne laissant que l'écho de ses pas lents et la médaille qui chauffait maintenant la paume de sa main. Antoine, homme de science jusqu'à la moelle, faillit jeter l'objet. Quelle utilité aurait un symbole religieux pour quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans une église de son plein gré? Mais quelque chose, peut-être la délicatesse, avec laquelle la dame lui avait remis le présent, peut-être la chaleur inhabituelle qui émanait du métal, le fit garder la médaille dans sa poche. Cette nuit-là, épuisé, il tomba dans un sommeil profond. Et alors, le premier signe vint. Dans son rêve,
Il se vit devant une cascade aux eaux cristallines qui dansait sur des rochers sombres et moussus. Le son de l'eau était hypnotique, presque comme une voix qui tentait de lui confier un secret. 3 papillons d'un bleu intense, le même bleu que les yeux de la mystérieuse vieille dame, volaient en cercles autour de lui, jusqu'à se poser doucement sur sa main tendue. Antoine se réveilla le cœur battant et avec une sensation inexplicable d'urgence. Le rêve avait été si vif, si réel, qu'il pouvait encore sentir l'humidité de la cascade sur son visage, le toucher délicat des ailes des papillons sur sa peau. Il se leva d'un bond et alla jusqu'à l'étagère où ils gardèrent les albums de famille. Il les feuilleta frénétiquement jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Les photos du dernier voyage qu'ils avaient fait ensemble, 2 ans auparavant, dans les Alpes. Et elle était là, cristalline comme dans son rêve, la même cascade. Sur les images, Anne et Louise, avec leurs cheveux châtains noués en tresses identiques, couraient après des papillons bleus, tandis qu'Hélène souriait, les pieds plongés dans l'eau froide. « Papillons azurés des cimes », lut Antoine dans la légende écrite par Hélène, biologiste de formation et enseignante par vocation. Rare à cette altitude, mais abondant près de cette cascade spécifique. Un petit miracle de la nature, disait la note. Un frisson parcourut son échine. Coïncidence, se dit-il. Juste son subconscient remuant des souvenirs enfouis par le traumatisme. Mais pourquoi cette cascade spécifique? Pourquoi les papillons? Et pourquoi maintenant? Au bureau d'études, où il travaillait depuis plus d'1 décennie, Antoine était connu pour sa rationalité inébranlable. Si ça ne peut pas être calculé, ça n'existe pas, avait-il l'habitude de dire, aux grandes dames de collègues plus superstitieux. Mais maintenant, alors qu'il conduisait dans les rues de Paris en direction du travail, son regard fut attiré par une affiche au coin du boulevard Haussmann. L'image de Notre-Dame de Lourdes, identique à celle de la médaille, annonçait une neuvaine pour la santé des malades dans l'église voisine. Antoine faillit perdre le contrôle de sa voiture en voyant la date. Elle commencerait ce soir-là même, à 19h. « C'est ridicule », murmura-t-il pour lui-même, en se garant devant l'immeuble du bureau d'études. Mais à 18h45 ce même jour, défiant toute la logique qui avait toujours guidé sa vie, Antoine se retrouva assis sur le dernier banc de l'église. Se sentant aussi déplacé qu'un chien dans un jeu de quilles, des cierges blancs illuminaient l'autel, créant des ombres dansantes sur les murs anciens. L'odeur d'encens se mêlait au murmure des prières. Antoine observait tout avec une distance scientifique, cataloguant chaque détail comme il le ferait avec les matériaux d'un chantier. Et puis, cela arriva. Tous les cierges s'éteignirent simultanément, comme si une rafale de vent invisible avait balayé l'autel, tous sauf 3, qui restèrent allumés, formant un triangle parfait. Au même instant, un parfum incomparable de jasmin emplit l'air. Le parfum d'Hélène. Le parfum qu'elle portait depuis le jour où ils s'étaient rencontrés et qu'Antoine n'avait pas senti depuis l'accident. Son cœur s'emballa. Il regarda autour de lui, cherchant quelqu'un qui montrerait de la surprise face au phénomène, mais les fidèles continuaient leurs prières, comme si rien ne s'était passé. Était-il le seul à avoir été témoin de cela? Le lendemain matin, une réunion extraordinaire au bureau d'études annonça un nouveau projet. L'évaluation structurelle d'un complexe hôtelier écologique en construction dans les Alpes, à moins de 5 km de la cascade de son rêve. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse se déplacer là-bas pour quelques semaines, expliqua le directeur. Le terrain est instable et nous devons nous assurer que les fondations sont adéquates. Avant qu'aucun autre collègue ne puisse se porter volontaire, Antoine était déjà debout. « J'y vais », dit-il avec une conviction qui surprit tout le monde, y compris lui-même. 2 semaines plus tard, Antoine conduisait sur la route sinueuse qui traversait les Alpes. Plus il se rapprochait de la région de la cascade, plus ce sentiment d'urgence qui l'accompagnait depuis le rêve devenait intense. Ce n'était pas seulement pour le projet professionnel. Il y avait quelque chose qui l'attendait dans ces montagnes, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. La petite auberge où il logea se trouvait à une courte marche de la cascade. De la fenêtre de sa chambre, il pouvait entendre le murmure lointain des eaux. L'endroit était simple, tenu par un couple âgé qui accueillit Antoine avec l'hospitalité caractéristique des montagnards. « Vous venez pour la cascade ?» demanda Madame Agnès,
en servant un bon café chaud dans un bol en faïence. « Je viens pour le travail », répondit Antoine automatiquement. « Je suis ingénieur, j'évalue un projet près d'ici. » La dame sourit, comme quelqu'un qui garde un secret. Beaucoup de gens disent ça en arrivant. Mais la cascade a ses propres plans pour ceux qu'elle appelle. Antoine fronça les sourcils, intrigué. « Comment ça, appelle ?»« La cascade des murmures n'est pas une cascade ordinaire, mon garçon, » expliqua-t-elle en s'asseyant à table. Les anciens racontent qu'elle choisit ceux qui ont besoin d'elle. Elle apparaît dans les rêves, envoie des signes. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. « Quel genre de signe ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. « Chaque personne en reçoit un différent. Pour certains, ce sont des oiseaux aux couleurs impossibles. Pour d'autres, ce sont des sons que personne d'autre n'entend. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre. « Pour mon mari, ce furent 3 papillons azurés qui sont apparus le jour où notre fils était au seuil de la mort. » Antoine faillit renverser son bol. « Et qu'est-il arrivé à votre fils ?» Le sourire de Madame Agnès s'élargit, illuminant son visage ridé. « Il est dehors en train de couper du bois pour la cuisinière. C'était il y a 40 ans. Les médecins disaient qu'il ne passerait pas la nuit. Mais la cascade, elle a ses propres plans. » Cet après-midi-là, après une réunion sur le chantier, Antoine ne résista pas à l'appel qu'il ressentait depuis son arrivée. Il emprunta un sentier étroit qui serpentait entre des arbres centenaires, montant de plus en plus jusqu'à ce que le bruit de l'eau devienne assourdissant. Et alors, en contournant un gros rocher, elle apparut devant lui. La cascade de son rêve, exactement comme sur la photographie, exactement comme dans sa vision nocturne. L'eau tombait en cascade, argentée sur des formations rocheuses sombres, créant un bassin naturel d'un bleu profond. La végétation environnante était luxuriante, avec des fougères géantes et des gentianes colorées qui semblaient les gardiens de ce lieu sacré. Antoine s'approcha de la rive, hypnotisé par la vision. Il s'agenouilla et toucha l'eau froide, du bout des doigts, sentant un inexplicable courant d'énergie parcourir son corps. « Elle vous a appelé, n'est-ce pas ?» La voix grave le surprit. Se retournant rapidement, Antoine se trouva face à un homme âgé, la peau burinée par le temps, les cheveux blancs noués en catogan et des yeux noirs perçants. Il portait une sacoche en fibres naturelles, d'où s'échappait un arôme intense d'herbe. « Qui êtes-vous » demanda Antoine en se relevant. « Juste quelqu'un qui connaît bien ses eaux » répondit le vieil homme en s'approchant lentement. « Je m'appelle Célestin. Je suis de ceux dont les ancêtres connaissaient les secrets de cette vallée. » Antoine observa l'homme avec méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle m'a appelé » ?» Célestin sourit, révélant des dents étonnamment blanches et alignées. « La cascade. Elle appelle ceux qui ont besoin d'elle. Apparaît dans les rêves, envoie des messagers. » Il fit une pause, regardant intensément Antoine. « Des papillons azurés, peut-être ?» Le choc dut être évident sur le visage d'Antoine, car le vieil homme hocha la tête comme pour confirmer un soupçon. « Comme je l'imaginais. Venez, asseyez-vous avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. » Réticent, mais irrésistiblement curieux, Antoine suivit le vieil homme jusqu'à une petite clairière près de la cascade. Célestin ouvrit sa sacoche et en retira diverses plantes, certaines séchées, d'autres encore fraîches. « Ces herbes, expliqua-t-il, poussent uniquement autour de cette cascade, nulle part ailleurs dans la montagne. Mes ancêtres les utilisaient pour réveiller les âmes endormies. Les âmes endormies, quand le corps vit, mais que l'esprit s'est égaré, » dit Célestin en froissant quelques feuilles entre ses doigts. « Calleux, comme cela arrive lors de grands traumatismes, comme c'est arrivé à votre famille. » Antoine sentit le sang se glacer dans ses veines. « Comment savez-vous pour ma famille ?» Le vieil homme ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il tendit la main et déposa dans la paume d'Antoine quelques feuilles froissées, d'un vert vibrant. « Emportez ceci à l'hôpital. Faites-en une infusion et humectez leurs lèvres avec. À la prochaine pleine lune, amenez-les à la cascade. » Antoine regarda les herbes dans sa main, partagé entre le scepticisme qui avait toujours guidé sa vie et la certitude inexplicable que cette rencontre n'était pas une coïncidence. « Pourquoi m'aidez-vous » Célestin se leva lentement, s'appuyant sur un bâton de marche en bois sombre sculpté. La cascade choisit ses messagers,
tout comme elle choisit ceux qui ont besoin de guérison. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera peut-être vous pour quelqu'un d'autre. Il commença à s'éloigner, mais s'arrêta et se tourna vers Antoine une dernière fois. « Ah, et cette vieille dame de l'hôpital, celle qui vous a donné la médaille, elle est venue ici aussi. Il y a bien longtemps, interrogez-la sur les 3 cierges. Et sur... » Il disparut entre les arbres, laissant Antoine pétrifié, avec 1000 questions sans réponse et une poignée d'herbes mystérieuses dans la main. Les 3 mois suivants furent un tourbillon dans la vie d'Antoine. Il se partageait entre le travail dans la montagne, où il supervisait les fondations du complexe hôtelier, les visites à l'hôpital à Paris, où Hélène et les jumelles restaient inchangées dans leur sommeil profond, et, à sa propre surprise, des participations de plus en plus fréquentes aux célébrations religieuses de la petite église locale. L'infusion des herbes de Célestin devint partie de sa routine. À chaque visite à l'hôpital, il humectait discrètement les lèvres d'Hélène et des petites avec le liquide vert et aromatique, se sentant simultanément ridicule et plein d'espoir. Aucun changement visible ne se produisit, mais Antoine ne pouvait abandonner le rituel. Lors d'une de ses visites, il remarqua une infirmière qu'il n'avait pas vue auparavant. Jeune, aux cheveux noirs et à la peau mate, elle ajustait la perfusion de Louise quand quelque chose à son cou attira l'attention d'Antoine. Une médaille identique à celle qu'il avait reçue de la mystérieuse vieille dame. Jolie médaille, commenta-t-il, essayant de paraître désinvolte. L'infirmière sourit, touchant le petit objet doré. « Merci, c'est un souvenir de ma grand-mère. Elle a toujours dit que Notre-Dame de Lourdes l'avait sauvée quand elle était enfant. »« Votre grand-mère est d'ici, de Paris ?» demanda Antoine, sentant son cœur s'accélérer. « Non, elle a grandi. Dans les Alpes, près d'une cascade qui aurait des pouvoirs de guérison. La cascade des murmures, vous connaissez. » Antoine sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. « Oui », parvint-il à répondre. « En fait, je travaille près de là en ce moment. » Les yeux de l'infirmière brillèrent. « Quelle coïncidence. Je m'appelle Marine, au fait. J'ai commencé ici il y a 2 semaines. »« Antoine », se présenta-t-il en serrant la main qu'elle lui tendait. « Voici ma femme, Hélène, et mes filles, Anne et Louise. » Marine regarda les imams, patiente avec tendresse. « Je sais tout sur elle. J'ai lu les dossiers, c'est un cas difficile. »« Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, » dit Antoine, la voix étranglée. « Mais je n'arrive pas à accepter. » L'infirmière hésita, comme si elle se demandait si elle devait ou non dire quelque chose. Finalement, elle parla à voix basse. « Ma grand-mère disait souvent que lorsque la médecine abandonne, il est temps de chercher la sagesse ancienne. » 4 mois après l'accident, Antoine rencontra le docteur Moreau, le neurochirurgien responsable du cas de sa famille. À sa surprise, il le croisa non pas à l'hôpital, mais à la sortie de l'église où il fréquentait désormais régulièrement les neuvaines. « Docteur Moreau » appela-t-il, incrédule. Le médecin se retourna, également surpris. « Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Ni moi, vous voir, docteur, » admit Antoine. « J'ai toujours pensé que les médecins étaient, enfin, purement scientifiques, » compléta Moreau avec un sourire compréhensif. « Beaucoup le sont. Mais certains d'entre nous ont appris qu'il y a des mystères que la science ne peut pas encore expliquer. » Il fit une pause, observant Antoine avec attention. « Comment gérez-vous tout ça ?»« Un jour à la fois, » répondit Antoine, se sentant étrangement à l'aise de converser avec le médecin en dehors de l'environnement hospitalier. « En fait, en plus des visites à l'hôpital, j'ai passé beaucoup de temps dans les Alpes. Il y a une cascade là-bas. La cascade des murmures. » Interrompit Moreau à l'étonnement d'Antoine. « Vous connaissez ?» Le médecin hocha lentement la tête. « J'ai grandi dans cette région. Ma mère m'emmenait à cette cascade quand j'avais de fortes fièvres. Elle disait que l'eau avait des propriétés spéciales. » Il hésita, comme s'il pesait ses prochains mots. « Écoutez, monsieur Dubois, en tant que médecin, je ne peux cautionner des traitements alternatifs sans preuve scientifique. Mais en tant qu'être humain, sa voix faiblit. J'ai vu des choses à cette cascade que je ne pourrais expliquer dans aucun article médical. » Une nouvelle lueur s'alluma dans les yeux d'Antoine. « Docteur, y a-t-il une possibilité d'emmener ma famille là-bas ? Leur état est très délicat pour un transport conventionnel. »
pondéra Moreau, le front plissé d'inquiétude. Il nous faudrait une ambulance entièrement équipée, une équipe médicale, des autorisations. C'est compliqué et extrêmement cher. L'argent n'est pas un problème, affirma Antoine, avec une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. La vérité est que ses finances se détérioraient rapidement avec les coûts de l'hôpital et la réduction de ses heures de travail. Comme pour confirmer ses inquiétudes, la semaine suivante, il reçut la nouvelle qu'il redoutait. Le bureau d'études abandonnait le projet dans les Alpes. Problème financier avec le client, expliqua le directeur, demandant à Antoine de retourner à Paris pour prendre en charge d'autres projets. C'était comme si l'univers testait sa détermination. Rester à Paris signifiait plus de stabilité financière, si nécessaire pour les traitements hospitaliers. Mais quelque chose en lui, quelque chose bien au-delà de la raison, insistait sur le fait que le chemin vers la guérison de sa famille passait par la cascade. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Antoine fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il s'agenouilla devant la petite médaille de Notre-Dame, posée sur une table improvisée en autel, et pria. Pas des prières formelles ou apprises par cœur, mais un appel sincère et désespéré pour un signe, pour une direction. Si tout cela n'est pas juste une coïncidence, murmura-t-il, s'il y a vraiment un dessein supérieur, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être sûr. En réponse, une tempête monumentale s'abattit sur Paris cette nuit-là. Antoine se réveilla en sursaut au fracas d'un coup de tonnerre si puissant qu'il fit vibrer les vitres des fenêtres. Il courut à la fenêtre juste à temps pour voir un éclair gigantesque fendre le ciel et frapper précisément le grand arbre en face de l'hôpital où sa famille était internée. Le lendemain matin, en arrivant à l'hôpital, il trouva une activité inhabituelle dans la chambre d'Hélène. Médecins et infirmières circulaient précipitamment, vérifiant les moniteurs et prenant des notes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, alarmé, à Marine, qui sortait de la chambre. « Quelque chose d'extraordinaire », répondit-elle, les yeux brillants d'excitation. Exactement à 3h17 du matin, l'électrocardiogramme de votre femme a enregistré une altération significative. C'était bref, juste quelques secondes, mais définitivement un changement dans le schéma qui était resté constant depuis l'accident. « Ah, 3h17 ?» répéta Antoine, sentant un frisson parcourir son échine. « Vous êtes sûr de l'heure ?»« Absolument. Pourquoi ?»« Parce que c'est exactement à ce moment-là qu'un éclair a frappé l'arbre en face de l'hôpital, » expliqua Antoine, la voix tremblante. « Je l'ai vu de la fenêtre de mon appartement. » Marine écarquilla les yeux. « Ça ne peut pas être une coïncidence. Le docteur Moreau est au courant ? » « Oui, il a été appelé immédiatement, mais... » Elle hésita. « Mais il a dit que, scientifiquement, cela pourrait être juste une fluctuation aléatoire des influx électriques. Ça arrive parfois, sans signification clinique. » Antoine sentit la frustration monter. « Et vous, qu'en pensez-vous » Marine regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les entendait. « Je pense que votre femme a répondu à l'énergie de l'éclair. Et je pense que ma grand-mère appellerait ça un signe. » Ce même après-midi, Antoine prit la décision la plus difficile, et en même temps, la plus facile de sa vie. Il donna sa démission du bureau d'études. Il utiliserait ses économies et vendrait ce qui était nécessaire pour rester dans les Alpes, près de la cascade, et pour tenter d'y emmener sa famille. Avec l'aide de Marine, qui demanda sa mutation dans un hôpital plus proche des montagnes, Antoine découvrit une communauté traditionnelle à proximité de la cascade. C'étaient des familles qui vivaient là depuis des générations, préservant des savoirs qui mêlaient catholicisme populaire et traditions ancestrales locales. Ils réalisaient des rituels de guérison dans les eaux de la cascade, spécialement pendant la pleine lune du solstice d'hiver, lorsque, selon la tradition locale, les eaux atteignaient leur potentiel curatif maximal. Célestin, le vieux guérisseur, qu'Antoine avait rencontré des mois auparavant, était respecté comme un sage au sein de la communauté. Sous sa direction, Antoine commença à se préparer pour le grand défi. Transporter Hélène et les jumelles jusqu'à la cascade pour le rituel du solstice, qui aurait lieu dans exactement 2 mois. La bureaucratie hospitalière semblait insurmontable. Formulaires, autorisations, évaluation des risques, chaque étape était un nouvel obstacle. Le docteur Moreau, malgré sa sympathie pour la situation,
se montrait de plus en plus réservé quant à la faisabilité du transport. « Comprenez ? Bien, monsieur Dubois, expliqua-t-il dans son bureau. Même si je crois personnellement au pouvoir de cette cascade, la médecine a des protocoles. Je ne peux pas risquer d'aggraver l'état de votre famille. Mais vous ne pouvez pas non plus garantir qu'elles iront mieux en restant ici. » rétorqua Antoine, avec une intensité qui les surprit tous les deux. « Cela fait 8 mois qu'elles sont dans ces lits, sans aucun progrès significatif. Qu'avons-nous à perdre ?» Le médecin soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Voyez-vous, il existe une possibilité théorique, si nous parvenons, à obtenir une ambulance de réanimation entièrement équipée, une équipe médicale spécialisée et toutes les autorisations nécessaires. Peut-être, et j'insiste sur le peut-être, pourrons-nous tenter un transport temporaire vers la région. » Un rayon d'espoir illumina le visage d'Antoine. « Et combien coûterait tout cela ? » « Plus que ce que la plupart des gens peuvent payer, » admit Moreau. « Nous parlons de plusieurs centaines de milliers d'euros. » Le sourire d'Antoine s'effaça. Ses économies n'atteindraient même pas la moitié de cette somme, même en ayant vendu sa voiture et mis son appartement en vente. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Pas alors qu'ils étaient si proches de la date que toute la communauté attendait avec impatience. La pleine lune du solstice d'hiver. C'est à ce moment critique que se produisit ce qu'Antoine ne pouvait appeler que la providence divine. En retournant à son appartement à Paris pour chercher ses derniers effets personnels, avant de déménager définitivement dans la montagne, il découvrit que l'endroit avait subi un dégât des eaux à cause d'une canalisation rompue à l'étage supérieur. Parmi les objets endommagés se trouvaient plusieurs dossiers de documents, y compris les dossiers médicaux originaux de la famille. Normalement, cela aurait été une catastrophe. Mais quand Antoine se rendit à l'hôpital pour demander des copies, il découvrit que le médecin-chef de l'établissement, supérieur hiérarchique du docteur Moreau, était en vacances. À sa place assurait l'intérim le docteur Sylvie Leclerc, une médecin expérimentée qui, à l'étonnement d'Antoine, était née et avait grandi dans la même région des Alpes. « La cascade des murmures ?» répéta-t-elle, quand Antoine mentionna la cascade pendant la conversation sur les nouveaux dossiers. « Mon Dieu, j'ai grandi en nageant dans cette eau. Ma tante jurait y avoir été guérie d'une paralysie. »« Docteur, » Antoine sentit l'espoir renaître. « J'essaie d'emmener ma famille là-bas pour le rituel de la pleine lune du solstice. Mais le docteur Moreau dit que les coûts sont prohibitifs. » Le docteur Leclerc réfléchit un moment, tapotant ses doigts sur la table. « Eh bien, il se trouve que l'hôpital vient de recevoir en don un nouvel équipement de transport médicalisé. Nous devons le tester en conditions réelles avant de l'incorporer officiellement à notre flotte. Ce serait un excellent cas d'étude. » Elle sourit d'un air conspirateur. « Et je suis sûr que le docteur Moreau accepterait de superviser personnellement cet essai pour garantir la sécurité totale des patientes. » Antoine avait peine à croire ce qu'il entendait. « Ce serait un miracle, docteur. »« Le miracle serait que vos filles se réveillent, monsieur Dubois, » corrigea-t-elle gentiment. « Ceci est juste la science mise au service de l'humanité. Et peut-être, qui sait, un peu de foi aussi. » Au 10e mois après l'accident, lors d'une veille solitaire à l'hôpital, Antoine fut témoin de quelque chose qui fit presque arrêter son cœur. 3 papillons azurés, exactement comme ceux de son rêve, se posèrent sur la fenêtre de la chambre où reposait sa famille. Ils restèrent là, immobiles, comme s'ils observaient les patientes pendant près de 10 minutes, avant de prendre leur envol et de disparaître dans le ciel nocturne. Le lendemain matin, en vérifiant les enregistrements nocturnes, les médecins trouvèrent quelque chose d'inexplicable. À 3h17, la même heure que l'incident avec l'éclair, des mois auparavant, Anne, l'aînée des jumelles, de seulement 2 minutes, comme Hélène tenait toujours à le rappeler, avait présenté la première activité cérébrale significative depuis l'accident. « Ce n'est pas concluant », avertit le docteur Moreau, analysant les graphiques avec une expression intriguée. « Mais c'est définitivement quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. » La date du solstice approchant, Antoine intensifia ses préparatifs. La communauté autour de la cascade se mobilisa également. Sous la direction de Célestin, il réalisait des rituels préparatoires, toujours en groupe de 3 personnes, représentant, comme l'expliqua le vieux guérisseur, le corps, l'esprit et l'âme.
La guérison complète n'arrive que lorsque les trois sont en harmonie, enseignait-il, tout en préparant des infusions avec les herbes spéciales qui ne poussaient que sur les rives de la cascade. Votre femme et vos filles ont perdu cette harmonie dans l'accident. Les eaux peuvent aider à la restaurer, mais seulement si vous êtes aussi en équilibre. Antoine, qui un an auparavant aurait ri de telles explications, buvait maintenant chaque parole comme un assoiffé dans le désert. Il avait appris à allumer des cierges en formation triangulaire, à réciter d'anciennes prières locales mêlées à des prières catholiques, à reconnaître les signes de la nature qui, selon Célestin, étaient de la manière dont la cascade communiquait. Finalement, un an après l'accident fatidique, tout était prêt. L'ambulance médicalisée spéciale avec le docteur Moreau, le docteur Leclerc et Marine faisant partie de l'équipe médicale, transporta Hélène et les jumelles jusqu'à une petite clinique rurale à seulement 2 kilomètres de la cascade. De là, le jour exact du solstice, elles seraient emmenées sur des civières spéciales jusqu'aux rives de la cascade des Murmures. La pleine lune de cette nuit-là était d'une beauté indescriptible. Suspendue dans le ciel comme un disque d'argent poli, elle illuminait le chemin de la petite procession qui emmenait les patientes endormies jusqu'à la cascade. La communauté locale suivait dans un silence respectueux, chaque personne portant un cierge qui vacillait doucement dans la brise nocturne. Quand ils arrivèrent sur la rive de la cascade, le reflet de la lune sur l'eau créait un spectacle hypnotique. La chute d'eau, normalement vigoureuse, semblait avoir adouci son débit, comme si elle respectait aussi la solennité du moment. Célestin attendait près d'une formation rocheuse plate, où les civières furent soigneusement positionnées. Il avait préparé un autel naturel, décoré de fleurs sauvages, de cristaux de quartz et de 3 bols en terre cuite contenant les herbes spéciales. « Il est l'heure », annonça le vieux guérisseur, quand l'horloge marqua exactement minuit. La lune est à l'apogée de sa force. Les eaux sont prêtes à recevoir. Suivant ses instructions, Antoine retira soigneusement les tubes et électrodes connectés à sa famille, sous le regard attentif des médecins qui surveillaient les signes vitaux avec des équipements portables. Avec l'aide de Célestin et d'autres hommes de la communauté, il immergea délicatement d'abord Hélène, puis Anne, et enfin Louise dans les eaux cristallines. La température de l'eau, étonnamment tiède pour une nuit d'hiver, créait une légère brume sur la surface. Célestin commença à entonner des chants anciens, accompagnés par le murmure des prières de la communauté. Antoine, l'eau jusqu'à la taille, tenait les 3 femmes de sa vie, maintenant leur visage au-dessus de la surface. C'est alors que l'inexplicable se produisit. 3 papillons azurés, les mêmes que dans ses rêves, les mêmes qu'il avait vus à la fenêtre de l'hôpital, surgirent d'entre les arbres et volèrent en cercles au-dessus d'eux. L'eau alentour commença à émettre une douce lueur, comme si des milliers de minuscules étoiles s'y étaient dissoutes. Et au moment exact où minuit et 1 minute s'afficha sur la montre d'Antoine, il sentit le mouvement. Subtil, presque imperceptible, mais définitivement réel. Les doigts d'Anne bougèrent légèrement contre son bras. Pas un spasme involontaire, mais un mouvement conscient, comme une caresse. « Anne » appela-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Les yeux de la petite fille s'ouvrirent lentement, confus, désorientés, mais vivants. Vivants comme ils ne l'avaient pas été depuis 1 an. « Papa » murmura-t-elle, la voix rauque par la longue période d'inactivité. « Où sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous dans l'eau » Un cri de joie s'échappa de la gorge d'Antoine, effrayant les papillons qui s'éloignèrent juste pour revenir aussitôt. Des larmes inondèrent ses yeux tandis qu'il serrait sa fille contre sa poitrine. « À la cascade, mon amour » répondit-il, entre 2 sanglots de joie. « Nous sommes à la cascade qui t'a ramené à moi. » Les médecins coururent vers l'eau, incrédules. Le docteur Leclerc et le docteur Moreau vérifiaient les signes vitaux d'Anne, qui semblait confuse, mais complètement éveillée et consciente. Marine, quant à elle, remarqua quelque chose chez Hélène. Un léger tremblement des paupières, le premier signe qu'elle aussi pourrait être en train de revenir. Célestin observait tout avec un sourire serein, comme quelqu'un qui n'est pas réellement surpris par le miracle dont il était témoin. Quand les yeux d'Antoine croisèrent les siens par-dessus la foule agitée, le vieux guérisseur hocha simplement la tête, dans un silencieux « je vous l'avais bien dit ». Dans les heures qui suivirent,
tandis qu'Anne était stabilisée dans la petite clinique rurale et qu'Hélène montrait des signes de plus en plus clairs d'éveil, Antoine eut l'occasion de réfléchir à l'incroyable voyage de l'année écoulée, d'ingénieur sceptique à croyant fervent, d'homme solitaire à membre d'une communauté, de désespéré à plein d'espoir. Le véritable miracle, réalisa-t-il, n'était pas seulement le réveil d'Anne ou les signes prometteurs d'Hélène, c'était sa propre transformation. Dans sa quête désespérée d'un signe du ciel, il avait trouvé bien plus que ce qu'il espérait. Il avait trouvé une nouvelle façon de voir le monde, où science et foi n'étaient pas opposées, mais complémentaires, où la rationalité et le mystère pouvaient coexister en harmonie. Louise, la cadette, n'avait pas encore montré de signes d'amélioration. Mais Antoine ne ressentait plus le désespoir qu'il avait consumé pendant si longtemps. Il y avait maintenant de l'espoir. Non pas l'espoir fragile de celui qui s'accroche à n'importe quelle possibilité, mais la certitude profonde de celui qui a vu l'impossible se produire. Le lendemain matin, avec le soleil se levant sur les montagnes des Alpes, Antoine emmena Anne, maintenant en fauteuil roulant, encore faible mais souriante, voir de nouveau la cascade. Hélène restait à la clinique, montrant des progrès continus, les yeux s'ouvrant déjà par moments, reconnaissant les visages, serrant les mains quand on le lui demandait. « Papa » appela Anne, tandis qu'ils observèrent les eaux qui dansaient sur les pierres. J'ai rêvé de cet endroit tout le temps où j'étais endormi. J'ai rêvé que 3 papillons azurés me montrèrent le chemin du retour. Antoine caressa les cheveux de sa fille, incapable de retenir ses larmes. « Je sais, mon amour, je sais. » Dans la poche de sa chemise, la petite médaille de Notre-Dame de Lourdes semblait plus chaude que jamais. Antoine la sortit et la plaça, doucement autour du cou d'Anne. « Une dame très spéciale m'a donné ça, » expliqua-t-il. Elle a dit « Quand le ciel parlera, écoutez. » Et j'ai écouté. Anne sourit, touchant la médaille avec ses doigts encore fragiles. « Et qu'a dit le ciel, papa ?» Antoine regarda la cascade. Les papillons qui dansaient sur les eaux cristallines, le ciel infiniment bleu qui s'étendait sur les Alpes. Puis, il tourna ses yeux vers la fille que la médecine avait déclarée perdue, vers la femme qui commençait à s'éveiller à la clinique et pensa au long chemin qu'ils auraient encore à parcourir pour guérir complètement Louise. « Le ciel a dit, ma fille, » répondit-il finalement, « que les plus grands miracles ne sont pas ceux que nous pouvons voir ou toucher. Ce sont ceux qui se produisent en nous, quand nous apprenons à avoir la foi même dans les moments les plus sombres. » Les 3 papillons azurés survolèrent père et fille une dernière fois, avant de disparaître à l'horizon. Mais Antoine savait qu'il reviendrait. Chaque fois que quelqu'un aurait besoin d'un signe, d'une espérance, d'un rappel que, même dans les nuits les plus noires, l'aube arrive toujours. Et quand le ciel parlerait à nouveau, il serait prêt à écouter.